C'est une démarche extrêmement encourageante, constructive et finalement relativement rare de la part d'un groupe qui progressivement se met à la communication financière. Je suis particulièrement honorée d'y être associée et notamment parce que cette amélioration de la communication financière fait partie de 100 engagements et donc elle positionne directement cette action ou cette activité de mieux communiquer avec les marchés financiers, qu'ils soient mauriciens ou internationaux, au cœur de la stratégie du groupe ENL et de ses différentes entités cotées. Et pour moi, c'est un gage de succès et de pérennité dans l'avenir, progressivement. Dans la pratique, eh bien, il nous appartient d'abord de faire l'état des lieux. C'est le début de ma mission et son objet ici auprès des dirigeants et des équipes d'ENL. Faire l'état des lieux de la communication financière sous deux angles. L'un qui est quels sont les outils actuellement utilisés par ENL, qu'il s'agisse du rapport annuel, des états financiers qui y sont compris ou du site internet par exemple, mais également quels sont les messages, et c'est le deuxième angle de la communication financière que j'ai commencé à aborder avec ENL, quels sont les messages qui sont diffusés par le groupe, par ses différentes entités cotées, à quelle occasion, et notamment à l'occasion de publications trimestrielles, semestrielles et annuelles, mais également à l'occasion peut-être d'opérations financières, de fusion, d'acquisition. Quand on parle de communication financière, souvent on dit « Ah, c'est du chiffre, c'est du financier, c'est du chiffre ». C'est vrai qu'au départ, la communication financière a toujours, pour les sociétés cotées en bourse, qu'elles soient en termes de taille, de secteur ou de marché sur lesquels elles sont cotées, elle a toujours une composante réglementaire. Il faut d'abord, ça correspond d'abord à respecter un certain nombre de réglementations, notamment en termes de diffusion de l'information et d'accès de tout le monde, actionnaires et non actionnaires, à l'information dite financière qu'on pourrait résumer en la caractérisant essentiellement par les publications de résultats trimestriels, semestriels ou annuels. Mais dans la mesure où la communication financière est un outil au service de la stratégie de l'entreprise, elle s'intègre forcément avec les autres communications, qu'elles soient institutionnelles, produits, services ou communication interne. La communication financière, c'est du marketing. Et de quoi? C'est du marketing financier à base de chiffres, mais pas uniquement. Et de quoi fait-on le marketing? On fait le marketing des valeurs mobilières qu'une société cotée a émis ou peut être amenée à émettre dans le futur, c'est-à-dire, pour donner les deux grandes familles, des actions ou des obligations. La finalité de la communication financière, c'est de diffuser suffisamment d'informations à des actionnaires actifs ou potentiels ou à des détenteurs d'actifs, à des détenteurs d'obligations actifs ou potentiels, de façon à ce qu'ils puissent prendre leurs décisions d'investissement en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant fait la comparaison ou la balance ou l'équilibre entre les risques et les opportunités qu'un tel investissement peut représenter pour eux. Et donc, permettre à la société cotée d'être valorisée correctement. En fait, c'est une première rencontre qui a été à l'initiative de M. Sunil Benimadou, qui est le président de la SEM, donc Stock Exchange of Mauritius, que j'ai rencontré dans le cadre de l'association des bourses africaines dont il est le président. Je lui ai proposé de donner un cours de communication financière à Maurice, qui s'est effectivement fait au mois de juin, et il m'a dit « Banco ». Et à cette occasion-là, j'ai rencontré non seulement une vingtaine de dirigeants de groupes mauriciens cotés, ce qui dit tout le sérieux avec lequel cette démarche est adoptée, mais également Virginie Corneillet et Fabrice Boulet d'ENL. C'est comme ça que nous avons fait connaissance. Je dois dire que l'initiative de la SEM est à signaler et à saluer, parce qu'elle est assez rare à ce stade au sein des bourses africaines, mais elle dit aussi elle est tout à fait cohérente avec l'ambition que la bourse de Maurice a d'être un véritable hub financier entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, et je suis fière de participer à cette évolution dans ma spécialité qui est la communication financière. La bourse de Maurice a
un rôle à jouer dans le développement du pays. Et c'est ainsi qu'elle se développe. C'est en tout cas ce que j'en ai compris. Encore une fois, ça prendra du temps. Je pense que progressivement aussi, cette adhésion à la communication financière passe par une compréhension qu'il est nécessaire d'élargir son flottant, c'est-à-dire de fournir de la liquidité. C'est un peu, si vous voulez, comme un serpent qui se mord la queue. Vous pouvez coter en bourse, mais si vous n'offrez pas de liquidité, personne ne viendra. Quoi ça sert, puis personne ne viendra acheter vos actions. Je pense que c'est un processus progressif qui va prendre du temps. Et j'allais dire, il faut, pour le réussir, que les sociétés cotées sentent ce qu'elles ont à gagner finalement d'une ouverture de leur capital sans perdre forcément, je dirais, la majorité du capital ou le pouvoir de direction qu'elles ont. Parce qu'il faut, et ça fait partie des missions qui sont les miennes ou des messages que je martèle à longueur d'année, il faut bien comprendre que quand on est coté en bourse ou quand on envisage de le devenir, mais dans le cadre des sociétés du groupe ENL, elles sont déjà cotées en bourse, elles sont de facto en concurrence pour attirer les capitaux. Que ça soit en concurrence avec d'autres sociétés mauriciennes, c'est un peu comme si vous rajoutiez une couche de concurrence supplémentaire, mais également avec d'autres sociétés africaines ou d'autres sociétés dans des pays émergents qui attirent les capitaux qui sont nécessaires à leur financement et au financement de leur développement et de leur croissance plus précisément. C'est que quand on entre en bourse, ça n'est pas un acte anodin, c'est un acte stratégique, c'est un acte fondateur. Et donc, je suis convaincue que les dirigeants qui décident d'entrer en bourse sont conscients de ce poids ou de ces aspects, plutôt que poids, réglementaires et de ces fourches codines sous lesquelles il va falloir qu'ils passent. Mais comme ils ont cette vision long terme, comme ils ont une stratégie à long terme pour leur groupe, je pense qu'ils en ont pesé le pour et le contre. Et donc ils ont décidé d'y aller. Je voudrais également ajouter que s'introduire en bourse, ça n'est pas uniquement pour lever des capitaux. Et que, en fait, ça peut être aussi une question de notoriété, ça dépend des industries ou des métiers dans lesquels on est. Ça peut être se faire connaître du plus grand nombre, ça peut être attirer des talents qui seront plus susceptibles de rejoindre un groupe coté qu'un groupe privé. Ça peut être également, dans un point de vue concurrentiel, se rendre plus fort parce qu'on va mettre en place une vraie discipline et ça c'est un vrai atout. En fait, par rapport à des groupes qui, n'ayant de compte à rendre à personne finalement, peuvent être plus ou moins bien, j'allais dire, contrôlés ou dirigés au quotidien. Pour moi, c'est une discipline qui est très réelle, mais qui peut être positivée si on a dès le départ une approche de retour sur investissement et qu'on sait très précisément pourquoi on va en bourse, pourquoi on a cette stratégie et donc on va pouvoir mettre en face les ressources qui vont permettre l'exécution de cette stratégie et l'atteinte des objectifs qu'on avait initialement dictés. Je pense que dans tout marché, qu'il soit boursier ou autre, il y a des leaders et que c'est le rôle des leaders non seulement de croître et de progresser, mais d'entraîner les autres aussi et de servir d'exemple. Et j'ai plaisir à constater que ça me semble être le cas du groupe ENL.